Quand on est investisseur IMO, on souhaite tous faire des euros. Se présente alors la location courte durée afin d'assouvir sa soif de gros billets. On se voit déjà riche grâce à Airbnb, c'était sans compter sur la pandémie. Vous pensiez être occupé à compter vos deniers, vous devrez gérer les prostituées. Vous imaginiez atteindre l'Eldorado jusqu'à la souscription aux chaînes porno. Dans l'épisode du jour, je vais vous conter les joies et les galères de la LCD. Vous êtes bien sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Avant de démarrer, merci à toutes les personnes qui ont écouté et qui m'ont écrit concernant le podcast, l'épisode de la semaine dernière avec Thomas de Mon Budget Zen. J'espère que ça a été aussi riche d'enseignements pour vous que ça l'a été pour moi. Pour l'instant, vous pouvez toujours me contacter. Ma communauté, elle est encore complètement gérable. Donc, si vous avez des messages, des questions, des idées, vous pouvez me contacter via Instagram, bye bye patron avec un underscore entre le bye et le patron. Franchement, ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. J'échange pas mal avec des investisseurs, avec des gens qui veulent le devenir. Et c'est toujours super riche d'enseignements. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Idem, si vous avez un talent, une expérience particulière dans l'investissement ou dans le domaine du bye-bye patron, si vous êtes mis à votre compte, si vous avez tout quitté ou que sais-je, et que vous souhaitez intervenir sur le podcast ou que vous pensez à un de vos proches qui pourrait intervenir, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours à la recherche d'invités. Ils seront bien accueillis. Et donc, je me ferai une grande joie de partager avec eux. Je vous raconte rapidement ma vie. À la base, l'épisode de la semaine, il devait être fait avec une architecte qui est spécialisée dans les travaux pour les investisseurs, les surélévations, les divisions. Et j'étais super excité, enthousiaste à l'idée de le faire. Malheureusement, on a eu des petits soucis techniques et organisationnels. Donc, j'ai reporté cet épisode à la fin de ses congés. Donc, ce sera plutôt à la rentrée que j'espère grandement vous faire cet épisode. Je suis sûr que ça va être très riche pour vous comme pour moi. C'est pas du tout un domaine que je maîtrise, les constructions aussi importantes. Donc, j'ai super hâte de faire cet épisode. Donc là, on est mardi soir. Le podcast, il paraît le mercredi matin. Donc, c'est un peu à la bourre. Voilà, on devait encore enregistrer hier. Finalement, ça s'est pas fait. Donc, c'est un peu un épisode de dernière minute. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas pour le montage. Je vais faire ça encore ce soir pour tout pouvoir uploader sur la plateforme et que ce soit prêt pour demain. Pour vous parler de ma vie personnelle d'investisseur, en faisant rapidement, parce que je suis pas toujours là pour raconter ma vie, mais les cryptos et la bourse, surtout les cryptos, ça c'est de nouveau c'est sur une bonne tendance. On ne sait pas du tout si ça va durer, mais j'avoue que ça fait toujours plaisir. Ça fait quand même depuis mai que c'est un peu en dents de scie et plutôt vers le bas. Donc ça c'est plutôt positif, même si on n'est jamais sûr de rien avec les cryptos. Pour l'immobilier, comme je vous avais raconté, mes deux derniers investissements récents, ils sont bouclés. Il y a les locataires, l'état des lieux, enfin, ils sont rentrés. Donc, je suis reparti en visite. J'essaie en général de faire qu'un achat à la fois. Là, il s'est avéré qu'il y avait une bonne opportunité. Donc, il y avait deux investissements en cours. Et avec mon associé ce week-end, donc le week-end dernier, on a fait pas mal de visites. Je pense qu'on a fait une douzaine de visites. C'était la mission d'organiser, si vous me suivez sur Instagram, à un moment, il avait passé 50 appels. On n'avait que 4 visites. Bon, c'était pas 50 annonces, c'était des appels, je vous rappelle. Et puis finalement, ça répond pas. Donc voilà, on a réussi à planifier une douzaine de visites. J'ai visité des trucs qui étaient pas mal, mais souvent trop chers. Donc quatre annonces quatre offres qui sont parties. On va voir ce que ça donne. Bien sûr, aucune des offres vraiment au prix. Et on a toujours un peu des surprises. Mais bon, c'est comme ça qu'on trouve les bonnes affaires. On essaye, on visite. Et puis en plus, j'ai visité des appartements avec des vues de dingue sur les montagnes et tout. Franchement, c'était. Rien que pour ça, ça valait la peine. Et puis voilà, vous êtes. Mon associé, c'est un super bon pote, donc on s'amuse trop. Donc, par contre, les agents immobiliers, franchement, je sais pas qui les. Alors, il y en avait des très bons, mais j'en ai eu deux qui venaient de plus de 30 minutes de la ville. Donc, qui avaient leur agence à plus de 30 minutes de la ville, donc ils connaissaient rien au prix. Et ils nous ont sorti des trucs, franchement, même à moins 40%, c'était pas une bonne affaire. Donc, je sais pas ce qu'ils avaient fumé.
J'ai eu un agent hier, c'est la première fois en fait, bah, je comprenais rien à ce qu'il disait en fait, il avait une façon de parler, je comprenais rien. Donc c'était pas que c'était quelqu'un qui parlait mal français ou un étranger, c'est juste il parlait, je comprenais rien. Donc c'était assez assez agaçant. Je posais des questions, je comprenais pas les réponses, je reposais la question et donc bah, c'était la première fois que ça m'arrive, j'espère que ça réarrivera pas. Pareil, il y avait un agent qui venait d'une autre ville, mais franchement, vous avez des biens à vendre, mais à quel moment vous pensez que c'est une bonne idée d'embaucher un agent immobilier qui vient d'une ville qui a plus de 30 minutes du bien? Donc je lui parle de sa ville, je lui dis, c'est dans quel coin qu'il faut investir parce que j'ai commencé un peu à regarder et je sais qu'à l'ouest de la ville, il y a plein de cités, des ghettos et tout, donc forcément, c'est pas du tout ce que je privilégie et le type, il me dit: «Ah oui, oh, vous pou ah ça partout, partout. Parfois, c'est 3 fois plus cher qu'ailleurs, mais partout, partout». Pareil, mon associé, il a une connaissance qui cherche une maison dans son secteur, mais il dit: «Pour les maisons, vous avez des maisons?» «Oui, on a des maisons». Enfin, les gars, ils veulent rien vendre. Franchement, ils travaillent le samedi après-midi, ils font 40 minutes de route et ils sont pas foutus de répondre à 2 questions. Donc voilà, si je peux donner un conseil, si vous avez un bien à vendre, essayez de prendre un agent immobilier qui est sur place. Au moins, il connaîtra les prix et puis il sera de voilà, il mettra du sien pour faire visiter le bien. Donc on va voir ces 4 offres. Il y en a, elles étaient vraiment super agressives, mais bon, qui ne tentent rien à rien. C'est très, très, très peu probable que les 4 passent. Si une passe déjà, hein, je pense qu'on sera content. Et donc, on attaque avec l'épisode du jour, les joies et les galères de la LCD. Jingle. Alors la LCD, c'est un accélérateur, ça peut être à la fois des bons côtés de l'investissement immobilier, mais aussi des mauvais côtés. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous ai préparé 11 points dont je voulais parler par rapport à la LCD et aux galères qui peuvent exister dans la LCD et qui n'existaient pas forcément pour les autres types de location. Donc 11 points. On va commencer avec ce qui est positif par rapport à la LCD. Donc ce ne sera pas dans les 11 points. Donc ce qui est positif, c'est assez simple. Moi, pour l'instant, j'ai que 2 biens qui sont exploités en LCD et les 2 avec un concierge. Et malgré le concierge, j'ai quand même pas mal de galères à gérer. Il en gère beaucoup, mais j'en ai aussi pas mal à gérer. Et en plus, ben, voilà, forcément, quand on sous-traite une tâche, parfois on est super satisfait, parfois ben, il ne fait pas exactement comme vous auriez fait. Donc, les points positifs, c'est très simple, c'est la rentabilité. Alors ça peut vous permettre à la fois d'acheter donc faut pas forcément, acheter que dans l'optique Airbnb. Faut quand vous achetez un bien et ben, vous pouvez, faut toujours penser qu'il va falloir, peut-être tôt ou tard le passer en location classique. Peut-être que la ville, elle va vous empêcher de continuer à faire du Airbnb. Peut-être que Airbnb va changer ses conditions. Donc il faut toujours avoir en tête que vous allez peut-être passer le bien en location, classique, mais la location courte durée, elle vous permet d'acheter des appartements, voilà, avec des rentabilités peut-être un peu moyennes, mais dans des zones, super sympathiques en plein centre-ville avec une vue, voilà, des biens qui ont peut-être du caractère. Donc pour ça, c'est super bien. Pourquoi est-ce qu'elle vous permet d'acheter des biens comme ça? C'est parce que quand ça tourne, pour mes biens en tout cas, c'est environ entre 2 et 3 fois le loyer que j'aurais en location classique qui peut être obtenu. Donc c'est vraiment, un accélérateur. Alors OK, vous allez les merdes que vous pouvez avoir, elles sont exponentielles, mais en même temps les revenus aussi. Le point négatif, donc, on va en voir, il y a 11 points négatifs que j'ai retenus par rapport à la LCD. Donc point positif, vous pouvez acheter des biens qui sont peut-être plus atypiques, qui ont plus de cachet et tout ça grâce à la rentabilité qui est générée par le Airbnb. Mais gardez toujours à l'esprit que tôt ou tard, ça va peut-être s'arrêter. Donc, faut pas miser, faut pas calculer une rentabilité à 10 brut sur base des revenus Airbnb. Faut que ce soit quand même plus élevé que ça. Mais si vous pouvez acheter un bien, je sais pas moi, à 6-7 de renta
en location classique et puis que vous pouvez le basculer en meublé, que vous savez qu'il va bien se revendre, ben, voilà, ça vaut peut-être le coup de tenter, sa chance. Vous l'exploitez en Airbnb. Si un jour, si ça devient interdit, soit vous le revendez, soit vous le mettez en location classique. D'ici là, vous aurez le temps de voir venir, mais achetez pas une rentabilité basée sur le Airbnb. On commence avec les galères. Numéro un, la première galère, c'est le Covid. Donc j'ai 2 biens, les 2 biens que j'ai en Airbnb, il y en a un, ça faisait pas très longtemps qu'il était exploité et l'autre, même je l'ai lancé un peu pendant le Covid. Suite à ouais, il y avait un chantier qui a duré du temps et cetera. Donc le covid, c'est le pire, enfin, c'est pas le pire truc, mais ça pèse énormément sur, les réservations, Airbnb. Je vous parle pas du mois de d'avril 2020, donc là, on a quasiment fait zéro. Donc le covid, il a fait que les revenus, ils étaient super, sinusoïdales, tout au long de la période. Il y a eu des bons mois, il y a eu des mauvais mois, il y a eu des mois où vous aviez des touristes, il y a eu des mois où en fait c'était des travailleurs, donc ça allait. Mais globalement, entre le pire mois et le meilleur mois, il y a un rapport de, je sais pas moi, je sais pas, les pires mois, ben, on fait zéro et les meilleurs mois, on peut faire presque 2 000 € sur un appartement. Donc vraiment, ça peut varier énormément. Donc le Covid, personne ne l'avait prévu, mais c'est quand même vous qui en payez le prix. Le deuxième gros problème qu'on peut avoir avec le Airbnb, et notamment si vous déléguez les check-in, enfin si par exemple il y a des check-in qui sont externalisés, mais pas que, c'est les prostituées. Alors vous pouvez, et je pense que tôt ou tard, vous allez avoir des prostituées dans votre location courte durée. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de les identifier au plus vite et puis les virer quand ça arrive, parce que sinon, voilà, vous touchez de l'argent de la prostitution. Je pense que ça s'appelle du proxénétisme. Il y a mieux à faire quand on est investisseur immobilier. Parfois, bah, j'ai entendu pas mal d'histoires. Donc ça, là, pour les prostituées, une fois, nous, on a eu des voisins qui se sont plaints qu'il y avait du bruit dans l'appartement, donc on saura jamais si c'était vraiment des prostituées ou pas. Je sais pas, mon concierge, il dit qu'il fait le boulot, il essaye d'avoir que des profils vérifiés, etc. Mais franchement, c'est quasiment impossible de vraiment les éviter. Quand elles seront là, à la limite, peut-être que vous le saurez pas. Par contre, j'ai déjà eu un bon ami à moi, lui, il en a eu une. Euh, donc il était pas sûr, donc au début, il a compté. Je sais plus, il m'a dit, il y avait eu genre 15 clients qui étaient venus en 2 ou 3 heures, quoi. Carrément, les clients, parfois, ils se trompaient de porte, ils se tapaient chez lui et tout. Bon, finalement, il l'a viré illico presto, mais bon, les prostituées, c'est un vrai risque. Et puis après, quand vous voyez donc le site, je crois que c'est Viva Street, où elles postent leurs annonces, donc vous voyez votre immeuble, ça doit toujours faire un peu bizarre. Donc, pour l'instant, nous, on n'a jamais eu de preuves évidentes qu'il y a eu des prostituées, mais sachez que si vous faites rien, c'est sûr que vous allez en avoir, et si vous faites attention, tôt ou tard, ça peut arriver. Donc, les prostituées, deuxième galère à éviter absolument. Le troisième, c'est les frais supplémentaires. Donc ça, on n'en tient pas toujours compte. Mais en fait, on a beaucoup plus de frais que dans une location classique, même une location meublée. Alors, pour ma part, les locations meublées que je fais, c'est des locations avec des meubles. Alors, je mets plus souvent plus de meubles que le minimum. Par exemple, dans le minimum, je pense qu'il n'y a pas de canapé, des choses comme ça. Je mets des télés assez souvent. Par contre, dans les meublés que je fais, pour ma part, je mets pas internet, je mets pas l'électricité. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir prévoir en plus quand vous allez calculer votre rentabilité. Vous allez avoir déjà le concierge si vous déléguez. Donc les concierges, ils prennent entre 15 et 20%, plutôt en général 20, je crois même qu'il y en a qui prennent plus. 15 ou 20% du montant que vous recevez. Le ménage, alors le ménage, en fait, il est payé par le client, en tout cas sur Airbnb, mais vous le touchez, donc après, il faut quand même le rembourser. Et après, il y a Internet. Donc, par exemple, moi, j'avais Free. Free, c'était 15 € pendant un an. Maintenant, c'est 34 euros. Je pense que je vais pas m'embêter à. Ils sont pas idiots, mais je pense que je vais pas m'embêter à changer d'opérateur. Donc, voilà, 34 euros. L'électricité, j'ai un des appartements Airbnb qui a du chauffage électrique. Ben voilà, si vous avez de l'électricité, et ben, le chauffage électrique, normalement, il est supporté par le locataire. Là, c'est pour vous. Et les charges de copro, ben, les charges de copro, elles sont pour vous en entier. Donc, quand vous,
quand vous faites un peu l'arbitrage, est-ce que ça vaut la peine de louer en meublé ou de louer en Airbnb? Tenez bien compte de tous ces éléments, donc concierge, internet, électricité, charges de copro qui seront donc à votre charge. Le quatrième point, alors c'est en fait les galères que vous allez avoir. Par exemple, moi j'ai eu des cafards dans un appartement, donc c'est la misère. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast. Les cafards, bah, si vous avez des locataires, déjà, vous allez traiter super vite, mais vous allez faire franchement, là, c'était un appartement refait à neuf, il y a des cafards, c'est comme ça, c'est super gênant. On a fait intervenir plein de fois une société. Et ben, si vous avez des locataires, bon, vous allez traiter, normalement, ils vont plus revenir. Enfin, en tout cas, ça va être plus, je sais pas comment dire, vous voulez pas que vos locataires ils aient des cafards, mais ça va être traité, normalement c'est bon. Là, en fait, on est dans l'incertitude constante parce que du coup, on peut pas louer, même une fois que ça a été traité, parce qu'il faut qu'on double, triple, quadruple check qu'il y a plus de cafards, parce que s'il y a des cafards dans les commentaires, mais vous faites défoncer votre bien, vous pouvez juste le retirer de Airbnb. Parce que, moi, en tout cas, j'irai pas louer un appartement où il y a écrit cafard. Donc, ça, c'est vraiment. Et ça, c'est des coûts qui sont tout de suite très importants quand vous avez plusieurs semaines où en fait vous devez fermer l'appartement à cause d'un problème comme ça. C'est hyper gênant. Le cinquième point, c'est pareil, j'ai eu des fuites qui étaient liées à la canalisation de l'immeuble dans un appartement. Idem, si l'appartement il est en location, et ben, alors si c'est du meublé, vous êtes censé reloger les. En fait, ce que je veux dire, c'est si c'est une petite gêne, eh ben, vos locataires, ils vont quand même rester si vous faites de la location classique. Si vous faites du Airbnb, c'est complètement impossible de louer un appartement où où il y a des problèmes comme ça. Donc là, on a eu une fuite, c'était pas du tout lié à nous, c'était un tuyau de la copro sur le toit qui avait pété. Mais du coup, pareil, des semaines sans loyer. Et ça retombe sur vous, ça a beau être la faute de la copro qui a pas entretenu les tuyaux, que sais-je, c'est vous qui avez ben voilà, une absence de revenus. Idem, j'ai eu, alors là, on peut dire que est-ce que c'est enfin, voilà, c'était complètement notre responsabilité, mais un chauffe-eau qui a pété. Et ben, le chauffe-eau, non seulement il a fallu le changer, ça coûte environ 1 000 €, mais surtout, il y avait déjà des réservations prévues pour les jours à venir et on a dû les annuler. En plus, la plateforme, elle déteste quand on annule des réservations, ce que je veux bien comprendre. Si vous planifiez un week-end en amoureux à Venise et que 2 jours avant, on vous dit ah ben non, l'appartement il est plus disponible et qu'il n'y a plus aucun hébergement ou alors que des hébergements à 400 € la nuit, ben vous allez tirer un peu la gueule. Et là, on a dû annuler 5 nuitées, donc limite, ça vous fait payer le double de ce que vous auriez, enfin de ce que vous coûte la réparation. Donc c'est ça, que ce soit les cafards, la fuite ou le chauffe-eau qui pète, et ben ça vous fait tout de suite des nuits de vacances et c'est vraiment super, super embêtant et pénalisant sur la rentabilité globale du bien sur l'année. Ensuite, j'ai eu la décoratrice d'intérieur qui nous plante. On avait trouvé une décoratrice d'intérieur justement pour décorer l'appartement. Elle nous avait fait un devis, on l'avait accepté et après elle nous dit ah ben non finalement je peux plus m'en occuper. Donc c'est pareil, c'était à ce moment-là l'appartement il était vide, on rentrait pas de loyer, on avait convenu avec elle qu'elle allait s'en occuper et elle nous plante. Elle nous a conseillé une de ses collègues, enfin pas collègue mais consoeur. On l'avait pris et la consoeur, elle avait en fait, en gros, elle a pas tenu le budget que la précédente avait prévu. Au final, enfin, on avait un budget, je sais plus, peut-être de 8 000 € et elle nous avait avec 8 000 €, en fait, ce qu'elle nous proposait, c'était pas suffisant. Donc elle nous a dépensé les 8 000 € et après, eh ben, on s'est aperçu qu'en fait, il manquait plein de choses. Donc on a dû courir derrière elle. Finalement, elle a fait à sa charge, elle a rajouté des éléments de décoration. Surtout que c'était des petits trucs, c'était, les coussins, les couvertures, les nappes, enfin les trucs qui font vraiment effet et qui coûtent pas cher. Mais elle avait voulu faire de l'économie là-dessus, ce qui était pas du tout prévu avec la première décoratrice et donc pareil, des galères, d'un côté, c'est pas notre faute si la décoratrice initiale nous plante, mais de l'autre, c'est notre responsabilité. C'est à nous d'assumer tous les coûts, si ce n'est voilà, les surcoûts que finalement elle a pris à sa charge. Mais franchement, c'est super problématique quand vous signez avec quelqu'un et qu'elle vous plante.
Après, c'était pas non plus un budget de construction ou quoi. On a trouvé une autre, ça a fini par se faire, mais de nouveau des semaines de retard, des semaines sans loyer. Donc, idem si j'avais loué l'appartement en location nue ou meublée, j'aurais pas fait appel forcément à une décoratrice et ce serait pas arrivé. Donc tout ça, même si sur le papier la rentabilité de la location courte durée, elle a l'air super intéressante, et ben au final, tout ça, ça impacte fortement en fait votre rentabilité. Ensuite, j'ai les virements qui n'arrivent jamais. Donc ça, c'est mon concierge de temps en temps, il me trouve des gens pour des durées un peu plus longues et donc moi je suis super content parce que l'appartement il est rempli par exemple pour 1 mois. Mais en fait le concierge après, en fait lui il a pas la vue si les gens ils m'ont payé ou pas. Il me dit: «Ah il» en fait déjà parfois il me prévient pas, donc je vois qu'il y a plus de virements qui arrivent de Airbnb et puis après, je l'appelle, il me dit: «Ah oui, bah, j'ai quelqu'un pour 1 mois, et il va te faire un virement» et en fait, parfois, au final, je les ai toujours récupérés, mais vous avez besoin de courir derrière les gens, alors que quand vous avez un virement enfin, un virement automatique d'un locataire, ça se passe pas du tout comme ça. Ensuite, le point suivant, c'est les taxes de séjour. Alors les taxes de séjour, le problème, c'est pas le montant, même si dans certaines villes, je sais notamment qu'à Strasbourg, je crois qu'ils les ont augmentés de 50 ou fois 2 du jour au lendemain. Donc super, en plein Covid, les gars, bien joué. Augmenter les taxes de séjour, bonne idée. Mais en tout cas, le problème que j'ai, c'est que je dois déclarer la taxe de séjour et c'est mon concierge qui reçoit les infos. Notamment les taxes de séjour, c'est par personne. Donc vous avez beau avoir la vue, enfin, en fait, le concierge, il a son propre compte Airbnb, c'est lui qui gère tout, mais c'est à nous de déclarer la taxe de séjour et on a du mal à avoir l'info de la part du concierge. En fait, le concierge, il m'a expliqué que la ville, elle recevait en un coup un gros virement de centaines de milliers d'euros de la part de Airbnb sur la taxe de séjour et qu'après, je sais pas, ils essayent de rechercher plus ou moins, en fait, d'où vient, pourquoi est-ce qu'ils ont reçu cet argent. Et donc, la taxe de séjour, ça tombe tous les mois, ça prend du temps. Nous, on doit relancer le concierge tout le temps, c'est un peu galère. Voilà, on a déjà eu quelques frictions avec lui à ce sujet, c'est comme un peu dommage. Et bien sûr, c'est pareil, c'est votre responsabilité, même si c'est le concierge qui donne pas l'info. Le 10e point, c'est la relation avec la copropriété. Donc forcément, les copropriétés, elles sont pas ultra fans de, des Airbnb. Donc bon, ça va dépendre des copropriétés, mais vous allez avoir des problèmes si par exemple vous avez du bruit, si vous avez des fêtes, s'il y a de la musique, tout ça, ça va la copropriété, elle va pas du tout aimer. Elles sont pas organisées à la base pour qu'il y ait justement des locations courte durée. Donc vous risquez d'être embêté avec eux. Alors j'avais lu dans un livre quelqu'un qui optait en fait il achetait que des appartements au rez-de-chaussée pour la location courte durée. Je pense que c'est pas idiot dans les immeubles où il y a pas d'ascenseur parce que il disait en fait comme ça il y a pas les roulettes qui roulent dans les communs, ça fait pas trop de bruit. Franchement, je pense que c'est un bon conseil. En plus, je suis pas certain, à part si vous avez une super vue, alors autant pour la location de plus longue durée, le fait que ce soit un rez-de-chaussée, ça peut gêner les gens. Autant pour la location courte durée, je vois pas vraiment comment ça pourrait impacter vraiment en fait, vos revenus, parce que souvent, déjà, vous allez pouvoir accueillir des gens peut-être qui sont en situation de handicap, ou qui ont des poussettes, et même dans les annonces, je sais plus si, mais je pense que très souvent dans les annonces, il n'y a pas écrit l'étage. Donc, être au rez-de-chaussée, ça va pas nuire, je pense, à vos réservations, aux revenus que vous allez tirer de la location, mais par contre, ça peut vous éviter des ennuis avec la copropriété. J'ose pas imaginer si vous avez un ascenseur dans un immeuble de 1900, enfin non, sans ascenseur dans un immeuble de 1900, les voyageurs avec leurs valises, les roulettes qui tapent, les voyageurs qui arrivent tard, qui font du bruit, qui trouvent pas, qui se trompent de porte, ça, je pense que ça peut vite agacer les voisins. Donc ça, c'est un point dont il faut vraiment tenir compte. Et comme je vous disais en introduction, peut-être que les mairies, etc., ou même peut-être ce sera au niveau de l'État,
ils vont être super contraignants, exigeants avec les plateformes de location courte durée. Et vous, en tant que particulier, vous allez peut-être plus pouvoir y avoir accès. Mais à plus court terme, je pense que s'il y a une copropriété qui veut vraiment, vraiment vous embêter avec ça, eh ben ça peut être gênant et ça peut arriver beaucoup plus rapidement qu'une éventuelle loi. Ou même si les municipalités, elles ont toujours un peu d'imagination pour mettre un peu des bâtons dans les roues. Ensuite, le 10e point, c'est le voisin qui vous fait des misères. Donc ça, c'est lié un peu à la copro. J'ai un ami qui a un Airbnb dans un immeuble et en fait son voisin il voulait lui racheter son appartement en plus à un prix qui était très inférieur au prix du marché et mon ami voulait bien sûr pas lui vendre et en fait maintenant il a passé un Airbnb, il a tout mis dans les règles, déclaration à la mairie, autorisation justement de l'exploiter en Airbnb, etc. Mais le voisin, il lui a fait des misères, il veut faire voter dans le règlement de copro. Enfin, il est un peu en train de collecter les avis de tous les autres copropriétaires. Bon, c'est un très grand immeuble, donc à mon avis, ça va être compliqué pour lui de, de tenir l'interdiction de Airbnb, surtout que changer les règlements de copro, c'est quasiment impossible. Mais en tout cas, voilà, faut y penser. Vous avez le voisin qui peut être jaloux des revenus que vous faites, qui peut, euh, qui peut avoir je sais pas, alors soit il peut avoir des enfants et gêner enfin, soit il peut être très bruyant et gêner vos locataires courte durée, soit il peut, voilà, il veut vous racheter votre bien, il va vous faire la misère, peut-être qu'il va aller déranger les locataires, vous savez pas. Donc ça, c'est un peu la galère. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est un point qui m'est arrivé, et je pense que c'est une erreur que je referai plus. En fait, j'avais installé une Freebox dans un des appartements et de manière totalement candide, j'avais laissé, en fait, j'avais juste branché la Freebox pour la télé, j'avais tout installé, tout fonctionnait. Le Wi-Fi, il avait bien sûr un code. Et en fait, un jour, je reçois un mail de 3 jours après que la mise en location, je reçois un mail de Free. Et souvent, je sais pas, moi, j'ai souvent des spams, des faux trucs de Free et tout. Donc, au début, je m'inquiète pas trop et je vois souscription, pack, émotion. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, le pack émotion? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je vais taper. En fait, ça coïncidait vraiment avec ma mise en location, donc je me suis quand même un peu inquiété. J'ai tapé sur Google pack émotion. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le pack émotion, ben, c'est des chaînes pour adultes. Ça coûte, je pense, une vingtaine d'euros par mois. Et en fait, il y a moyen de mettre un code sur la Freebox en fait, j'y avais tout simplement j'avais même pas réfléchi à ça. Donc, il y a moyen de mettre un code. Et bien sûr, ça peut que être enlevé au moment en fait, dans l'appartement directement. Vous pouvez pas l'enlever via vos accès Internet. Donc, mon concierge, je sais plus, il était injoignable. Après, il y a eu le confinement. Enfin, il y a eu, je sais plus, c'était le deuxième ou troisième confinement. En tout cas, je pouvais pas me rendre sur place. De toute façon, j'avais pas les clés. C'est mon concierge qui a les clés. Quand je lui en parlais, il me disait qu'il allait le faire, il le faisait pas. Bref, je me suis retrouvé à devoir dialoguer avec le service client de Free pour leur demander une faveur, à savoir de m'annuler mon pack émotion. Donc franchement, je faisais pas le malin, j'étais pas du tout ravi, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper, enfin, qu'il faut anticiper quand vous faites de la location courte durée. C'est quelque chose auquel il faut que vous pensiez, c'est mettre des codes sur vos Freebox et puis c'est pareil. Après, une fois que le locataire il est parti pour 20 euros, est-ce que vous allez le courir après? Pas sûr, hein. Donc pensez à mettre des codes. Donc si je dois résumer les 11 points que j'avais. Le Covid, ça peut nuire fortement à votre rentabilité. Les prostituées, alors là, ça peut vous apporter des galères monstres. J'en parle même pas avec les voisins s'ils voient que vous hébergez des prostituées. Les frais supplémentaires, donc ça, c'est vraiment, je pense, la chose dont il faut tenir compte. Bon, bien sûr, il faut tenir compte d'un peu tout, mais les frais supplémentaires, donc concierge, ménage, électricité, charges de copro, vacances locatives que vous allez avoir dès qu'il y a un souci dans l'appartement. Le quatrième point, les cafards. Donc, que ce soit les cafards, mais ça peut être des souris, ça peut être des fourmis ou que sais-je.
il peut y avoir des choses, indépendantes de votre volonté qui vont faire que votre appartement, il va être vide pendant des jours et des semaines et aussi, en fait, c'est l'incertitude des commentaires. C'est ça qui pèse parce que vous aurez beau avoir réglé le problème, parfois il y a des problèmes qui peuvent revenir et vous voulez pas du tout vous faire, faut vraiment être très, très attentif aux commentaires donc vous allez par marge de sécurité ne pas louer pendant des périodes assez longues et ça va fortement nuire à votre rentabilité. Ensuite, pareil, la fuite dans les canalisations, c'est un point, donc c'était lié à la copro, mais je suppose c'est pareil, si vous avez des gros travaux, des énormes travaux près de chez vous ou dans votre immeuble et que c'est insupportable pour vos locataires, et ben là, pendant ce temps, vous allez pas pouvoir louer alors qu'à des locataires classiques, et ben, peut-être qu'ils resteront quand même. Donc l'idée, c'est pas que les locataires, classiques, on leur vende des logements, enfin on leur, fournissent des logements qui soient insalubres, qui soient bruyants, etc. Mais parfois, si vous restez une longue période, eh ben, il peut y arriver des dérangements et vous allez tout faire pour les régler rapidement. Mais c'est pas pour ça que vous allez ne plus avoir de revenus. Ou au pire, vous pouvez faire, si le problème il est très grave, vous pouvez faire des réductions de loyer. Ça m'est arrivé une fois, une chaudière qui tombe en panne en plein mois d'hiver. On l'a changé tout de suite, mais ça fonctionnait quand même pas bien, etc. J'ai fait une remise sur le loyer. Mais c'est quand même pas pareil de faire une remise sur le loyer plutôt que d'avoir zéro revenu et en plus d'avoir l'incertitude qu'on ne sait pas exactement quand ça reviendra. Donc c'est un peu comme avec le Covid. On savait jamais quand est-ce qu'on allait pouvoir louer ou non. Et puis ça se trouve, il va de nouveau y avoir des périodes où on ne pourra pas louer. Ensuite, il y a la décoratrice d'intérieur. Donc moi, j'ai le souci qu'elle nous ait planté. Euh, Idem, décoratrice d'intérieur, c'est pas quelque chose qui est forcément indispensable quand vous louez en meublé. Alors que si vous voulez que votre annonce elle soit marquante et puis après que vos locataires y soient bien, eh ben, c'est vraiment mieux de faire appel à ce genre de professionnel. Et ensuite, une fois que vous avez payé la décoratrice, je vous ai dit, nous, c'était 8 000 euros. Bon, c'était les meubles, plus la déco, plus la prestation, plus un peu de peinture. Enfin, mais c'est pas si simple de repasser en location nue par exemple là quand il y a eu le Covid, on aurait pu se dire bon bah on va repasser tout de suite en location nue et tant pis ou en location meublée de plus long terme. Mais quand vous avez mis 8 000 euros, franchement c'est compliqué de rebasculer rapidement. Donc c'est sûr que s'il y avait une interdiction formelle de la mairie, vous pouvez plus faire de LCD, bah là on aurait tout de suite basculé. Mais là vu que c'était temporaire, bah en même temps on est un peu bloqué. Donc ça c'est un des problèmes. Donc les virements qui n'arrivent jamais si votre concierge ou si vous louez à quelqu'un en dehors des plateformes, la taxe de séjour qu'il faut déclarer chaque mois. Alors ça, je suppose que ça dépend des municipalités, mais chez nous, c'est chaque mois. La relation avec la copropriété, le voisin qui vous fait des misères et les abonnements en tout genre. Les choses qui ne me sont pas encore vraiment arrivées, mais je pense que ça va. Enfin, forcément, ça arrive, mais pour l'instant, je suis pas trop impacté. Ça va être l'usure aussi de l'appartement. Il est très probable qu'il s'use plus vite. Il est très probable qu'il faille changer des choses plus rapidement. Donc ça, c'est aussi un élément dont il faut tenir compte. Nous, on fera les comptes, par exemple, de la décoratrice d'intérieur et de la valeur ajoutée de la location courte durée par rapport à la location classique. Peut-être dans 2, 3, 4 ans, quand on verra comment ça a tenu un peu les éléments qu'on avait achetés par son biais. Donc, tout ça, faut en tenir compte. Donc, c'est quand même un formidable levier d'enrichissement. Il y a des gens qui arrivent avec quelques biens en location courte durée. J'ai rencontré plusieurs personnes avec 3, 4, 5, 6 biens en location courte durée qui arrivent à en vivre totalement. Donc pour ça, c'est génial. C'est vrai que vous allez avoir un énorme, quand ça tourne, un énorme, alors on peut appeler ça cash flow, mais en tout cas différentiel entre votre remboursement et les revenus que vous rentrez. Donc pour ça, c'est vraiment un gros levier. Donc, ce que je peux vous recommander, en tout cas, ce que moi je fais, c'est une partie de. Donc, moi j'ai 2 appartements en location courte durée. Ça me va très bien comme ça parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus chronophage, même quand on délègue, que les autres types de locations. Et moi, je suis pas dans l'optique voilà, d'avoir des locations qui forcément m'assurent mon train de vie. Mais pensez-y, si vous êtes vraiment super mal dans votre job ou si vous avez des envies d'ailleurs ou que sais-je, la location courte durée, ça peut être une très bonne option.
Voilà, épisode un peu au lance-pierre. J'espère quand même que vous y avez trouvé de la valeur. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. J'ai toutes les semaines des gens qui m'écrivent et je leur dis, est-ce que tu pourrais me mettre une note 5 étoiles? Et ils me disent, ah mais bien sûr, j'y pense tout le temps. Mais en même temps, je suis dans la voiture en train d'écouter ton podcast. Et du coup, après, j'y pense plus. Donc voilà, là, c'est la fin du podcast. Vous pouvez me mettre une note 5 étoiles. Si vous le souhaitez, vous pouvez également acheter mon livre, Négocier un bien immobilier, comment gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat. Il est disponible sur Amazon. Vous tapez Bye Bye Patron. Sinon, il est disponible aussi dans la description du podcast. Il y a tous les liens, le lien vers mon site, le lien vers les épisodes du podcast. Et je vous rappelle pour finir, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye!